Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'aimerais d'abord simplement intervenir après les trois intervenants, en particulier après Aminata, qui je pense aujourd'hui, il faudrait qu'on s'en rende compte en Afrique, en particulier en Afrique subsaharienne et dans la région, quand vous avez des voix qui sont comme celle-ci et qui se font entendre, même si elles peuvent être diabolisées par certains, je pense qu'il y a à entendre, il y a à développer, et il y a l'expression d'une fierté de la conscience africaine contemporaine. J'aimerais simplement remercier énormément et infiniment, j'en profite parce qu'on n'aura peut-être pas l'occasion d'en faire dans une séance publique, les organisatrices et les organisateurs du CIMEF. Il faut dire que pendant tous ces derniers mois, ils ont fait énormément pour qu'on puisse se retrouver ici ensemble. Hier, on avait encore une séance de travail, ils sont très très fatigués. J'aimerais en votre nom à tous les remercier infiniment du travail qu'ils ont déployé pour nous tous. Et en même temps que les remercier, vous priez à vous, qui êtes le public, qui êtes venus nombreux, vous priez de nous excuser aussi pour une chose, parce que l'une des philosophies du CIMEF, n'est pas pour nous d'accaparer la parole et pour vous d'entendre, mais de donner le plus possible le temps de parole à la salle. Et les circonstances, vous l'avez vu, ce n'est pas dû à la mauvaise volonté, c'est dû à la gestion que nous avons, je le dis en tant qu'Africain, la gestion africaine que nous avons du temps, font que parfois nous oublions les droits des uns pour respecter certains droits des autres. Et donc des excuses pour cela, parce que je pense que c'était dans le dialogue aussi que les choses devaient être envisagées. En termes d'introduction, moi j'aimerais juste dire deux choses. Encore une fois, en fait, j'ai rien à ajouter sur ce qui a été dit par rapport aux interventions. Alors, bon, il y a la notion du dialogue, il y a des questions essentielles qui ont été posées par rapport à l'islam, et puis la dernière intervention qui place les choses au cœur de vraies questions qu'on doit se poser. Moi, j'aimerais simplement dire une chose. On a choisi comme thème pour ces rencontres, on a choisi le thème de la paix, on a choisi donc inductivement paix, puis ensuite gouvernance, puis éthique. Il faut qu'on fasse attention à une chose. Dans les sciences contemporaines, en particulier les sciences humaines, et dans ce qui a été dans la tradition française, mais qui a eu un impact international, c'est d'ailleurs l'un des domaines en sociologie où la sociologie française a eu l'un des plus grands impacts sur la scène internationale, que ce soit avec la personne centrale de Foucault ou de Bourdieu. Il disait une chose sur laquelle il faut que nous nous arrêtions, en particulier à l'ère de la communication. À l'ère de la communication, c'est l'ère de la transmission de deux choses essentiellement, bien entendu les images qui prennent un impact toujours plus important, et du vocabulaire. Et l'une des choses sur laquelle nous avons à nous arrêter, c'est qui parle et de quoi parle-t-on. Parce qu'aujourd'hui, l'une des stratégies en matière de conscience internationale, c'est d'utiliser les plus beaux mots en les vidant de leur substance. Et la paix, c'est un mot extraordinaire. Mais comme l'a dit Aminata tout à l'heure, la paix pour qui? Et même avant de poser la question de la paix pour qui, il faut savoir qui parle de la paix. Et en particulier, souvent, je veux dire, c'est pas la même chose qu'un Palestinien qui vous dit « j'aimerais la paix » qu'un Israélien qui vous dit « j'aimerais la paix ». Ils utilisent le même mot, ils n'ont pas le même sens. Oui ? Parce que pour certains, le processus de paix, dans la conscience aujourd'hui de l'État israélien, c'est le statu quo. On garde ce qu'on a volé, on fait la paix avec ce que vous n'avez plus. Oui. Ça, c'est pas de la paix, c'est du vol. C'est de l'injustice caractérisée. Et non, alors, s'il vous plaît, non. On réfléchit ensemble, et j'ai pas beaucoup de temps. Donc, qui parle? Et ça, c'est une question qui est importante. Moi, je savais, je devais partir aux États-Unis dans un programme qui s'appelait la résolution de conflits. Et tout ça, c'est très bien. Il faut des résolutions de conflits, la médiation, c'est des programmes qui sont un peu intéressants. Il faut faire attention à ce que ces résolutions de conflits, ce ne soit pas une nouvelle matière qui nous est donnée pour ne pas aborder les vraies questions. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a fait le conflit? Qui fait le conflit? Quand, par exemple, Aminata dit, aujourd'hui, le système économique international
Ce qui a été présenté par Bush en 2003 comme un projet de démocratisation du Moyen-Orient est en fait d'abord un projet de déstabilisation politique et sociale qui provoque de l'insécurité, qui va provoquer des guerres et qui sera bon pour l'économie. Donc la guerre fait partie de l'économie. Mais ça, c'est pas nouveau. On en a parlé depuis tellement longtemps qu'à partir d'un certain moment, il faut quand même qu'on se pose la question de savoir jusqu'à quand nous, conscience du Sud, on va être aussi naïfs et entrer là-dedans. Et quand je vous le dis parce que ce qui s'est passé au Mali, ça fait peur. De voir des millions de personnes célébrer leur liberté et célébrer celui qui, pendant des décennies, l'a colonisé et spolié. Il dit, il nous aime. Et je vous dis ceci, pas pour critiquer le Mali, mais dans mon pays d'origine, de me retrouver avec des millions d'Égyptiens célébrant les militaires qui, pendant des années, ont été la dictature de fer, en disant « ils nous aiment ». À partir d'un certain moment, il faut quand même se poser des questions où on va. Je veux dire, il faut aimer et soutenir le peuple, mais pas naïvement. Et c'est vraiment aujourd'hui des questions qui sont essentielles pour nous, parce que il faut que nous nous méfions des beaux mots, il faut que nous nous méfions des choses que l'on répète. C'est vrai qu'en Afrique, il y a beaucoup de religiosité. Mais l'un des grands problèmes de l'Afrique, c'est pas qu'il y ait de la religiosité, c'est-à-dire qu'on ait une attirance naturelle. Quand la religiosité est remplacée par la superstition, ça n'est pas de la religiosité. C'est de la perversion. Et aujourd'hui, nous avons un grand problème. Je sais que vous n'aimez pas toujours que je parle comme ceci, mais chaque fois, mais je le sais, pas simplement en Afrique noire, en Afrique du Nord, en Afrique du Sud, on a un vrai problème. Le tawhid, la ilaha illallah, c'est la liberté de toutes les superstitions au nom de la conscience devant Dieu. Ce n'est pas de tout mélanger. C'est pas de commencer à être dans la superstition. Et en Occident, on a un autre problème, c'est qu'il y a une nouvelle religiosité qui est de l'émotivité. C'est l'exotisme. Nous sommes dans une religiosité qui a perdu le sens fondamental de la libération du tawhid. Ce qui devait libérer la conscience est en train de le coloniser par le shirk, dont maintenant, moi personnellement, je commence à comprendre ce que le prophète a voulu dire quand il dit « Il est plus pervers que la reptation d'un insecte dans une nuit très obscure ». C'est-à-dire, tu ne le vois pas venir, mais il s'insère et il te pervertit. Donc, qu'il y ait une religiosité africaine qui peut permettre que l'on parle de tout ceci, c'est vrai, mais il faut à partir d'un certain moment que même en Afrique, on se libère de ces superstitions pour une connaissance très approfondie de ce que l'on dit quand on parle du tawhid. Pourquoi je dis cela ? Parce que j'aimerais juste mettre 3 points en évidence dans les conditions de la paix, et ce sur quoi nous avons à travailler, c'est que nous devons parler et comprendre que dans notre spiritualité comme dans la société, quand on parle de paix et quand on parle de sécurité, ce qui prévaut, c'est toujours la question de la personne humaine. Comprenez bien ce que je suis en train de dire. La paix intérieure, c'est la personne humaine. La paix interpersonnelle, c'est interpersonnel, c'est-à-dire 2 personnes humaines. Et la paix internationale, c'est des corps de personnes. Vous êtes des nations, mais c'est des corps de personnes qui doivent trouver dans la paix intérieure, dans la paix entre les personnes et dans la paix entre les sociétés. Nous devons nous réconcilier avec la question de la personne, c'est-à-dire de comprendre ce que c'est que shahada, c'est-à-dire d'être un témoin. Si l'islam peut apporter quelque chose, c'est pas dans l'instrumentalité de certaines règles. Vous savez, on va changer l'ordre économique international parce qu'on va arrêter la spéculation. Non, c'est avant cela, lutter contre la spéculation, c'est d'abord avoir un discours fondamental sur la conscience, la personne, les relations interpersonnelles et des fondements extrêmement profond dans notre conception. Ce n'est pas une réforme de l'instrument, c'est une réforme de l'être. Et une réforme de l'être, même en Afrique, surtout en Afrique, parce que nous sommes les premiers à pouvoir être dans l'émotivité, la superstition et dans la perte de la conscience. Donc, en amont de la paix, il faut bien comprendre ceci. Et vous savez, vous voyez aujourd'hui dans les instances internationales quelque chose qui est déterminant. On est passé de
ces études sur le développement, on disait ben c'est le produit national brut, j'en ai déjà parlé, on est monté à l'indice du développement et maintenant on a même l'idée que le développement c'est sur le bonheur. À partir de quand est-ce que vous pouvez être pauvre matériellement et avoir plus de bonheur? Oui, plus de bonheur et de paix intérieure. Nous, c'est notre contribution, elle devrait être là. Elle devrait être à ce niveau du discours, non pas simplement en nous trompant de débat et en nous trompant sur ces questions-là. Et quand nous regardons ceci, il faut avoir, pour pouvoir arriver à ce que je suis en train de dire, il y a des conditions. La première, c'est la lucidité. Il faut cesser d'idéaliser notre passé. Notre passé a eu des moments extraordinaires, mais attendez, après que le prophète alayhi salam il meurt, on a 3 assassinats politiques. Après, vous pouvez broder en disant c'est extraordinaire. Non, 3 assassinats politiques. C'est-à-dire qu'on tue. C'est-à-dire que la qualité du passé, c'est pas pour nous de l'idéaliser, c'est de savoir quels ont été les éléments de résistance, quels ont été ce qui a permis à des gens de rester dignes dans ce passé. Non pas de niveler le passé en ne l'analysant plus, mais en cherchant, en analysant quelles ont été les choses qui ont permis à des gens de résister. Donc ça demande déjà une lucidité par rapport à notre passé que nous n'avons pas. Et puis surtout une autre chose, toutes les productions, vous savez, quand vous lisez La République de Platon, ou quand vous lisez La Cité idéale d'El-Farabi, c'est des philosophes qui ont parlé de toutes ces conditions-là et qui ont fait des beaux discours. Et donc après, on peut trouver, nous, dans notre tradition, des choses qui vont répondre à cela. Mais attention, les discours philosophiques sur la cité idéale, la lettre de Ali et toutes les dimensions, tout ça, c'est important d'y revenir parce que ça nous rappelle des fondements. Mais attention, ne regardons pas nos théories avec les pratiques des autres, c'est injuste. Et ne nous laissons pas, nous, interpeller par les belles théories philosophiques de l'ère des Lumières sans regarder les pratiques, parce que ceux qui ont célébré les Lumières en Occident ont été des colonisateurs et ont permis l'esclavage. Donc il ne faut pas qu'on soit... c'est là, la lucidité, elle est importante comme l'une des conditions de la paix. Et ça m'amène à mes 2 derniers points, et j'arrêterai là, c'est que ce que je voudrais mettre en évidence, c'est un discours critique que nous devons avoir. Nous tombons dans des pièges par rapport à la question de la paix et par rapport à la question de la sécurité. Et il y a une chose qu'il faut absolument que nous reconsidérions aujourd'hui, c'est une vision que j'appelle holistique, c'est-à-dire il faut regarder l'ensemble des questions. Aujourd'hui, nous tous, nous sommes en train de célébrer la démocratie. Nous regardons ceci en Afrique, nous regardons ceci, la démocratie. Alors la démocratie, comme il a été dit, ce n'est pas simplement les élections. L'un des grands problèmes de la démocratie aujourd'hui, c'est que c'est devenu une structure qui devrait être une garantie de la paix par les élections nationales où le peuple... Mais le problème aujourd'hui, c'est que pour quelqu'un comme moi qui vit en Occident, aujourd'hui, il nous faut absolument entrer dans une critique rigoureuse de la perversion des démocraties actuelles. C'est des véritables perversions et je mets en évidence, et là aussi on nous dit séparer la religion du politique. Et pour certains, c'est effectivement ce qu'a dit Bader Thiam, séparer la religion de politique, c'est se réconcilier avec la pensée de Machiavel. Seul compte les fins et tous les moyens sont permis. C'est ça. Mais nous, ce qu'on a à dire, c'est, vous voulez séparer la religion, c'est-à-dire le pouvoir théocratique, nous sommes complètement d'accord en tant que musulmans, nous ne connaissons pas la démocratie. Séparer l'éthique du gouvernement, non. L'éthique de la politique, non. Parce que si vous séparez l'éthique du pouvoir et que vous ne questionnez pas le pouvoir au nom d'un certain nombre de valeurs qui vont être de questionner tous les acteurs, et en particulier les puissants, eh bien, nous allons nous y perdre. Et ça veut dire qu'il faut aller chercher tous les espaces d'autorité aujourd'hui, tous les espaces de pouvoir. Écarter la religion pour y placer l'économie. Je veux dire, quand on parlait du printemps arabe, un des grands problèmes que j'ai avec l'islam politique aujourd'hui, et j'ai écrit un texte qui s'appelle « Dépasser l'islam politique », c'est l'indigence de la pensée économique de tous les mouvements de l'islam politique aujourd'hui.
Au point que ceux qui sont arrivés au pouvoir, même en Égypte, et j'en ai fait la critique, et vous savez d'où je viens, pour pouvoir dire à ceux qui ont pris le pouvoir, à vouloir être reconnus politiquement, vous avez accepté économiquement de vous soumettre au Fonds monétaire international, à la Banque mondiale et à toutes les autorités qui vous l'imposaient. Vous êtes tellement obnubilés par la reconnaissance politique que vous êtes dans le compromis économique. Et le compromis économique, c'est vraiment là où ça se passe. C'est ça qu'il faut poser comme question, mais ce n'est pas fini. Même dans la question culturelle. Même dans la question culturelle, nous n'apportons, parce que l'économie, ça a à voir avec la culture aussi. C'est-à-dire que quand je viens ici, moi je ne sais pas, je viens ici au CIMEF au Sénégal, et quand on me donne à boire du coca comme participation à la résistance sénégalaise, j'ai un petit problème. J'ai un petit problème, c'est vrai, mais c'est fondamental, c'est qu'est-ce que l'on boit pour savoir qui l'on est. Vous venez de sortir du ramadan, il vous dit ça le ramadan. Tu es ce que tu consommes. Bienvenue, dis bismillah avant le coca et vas-y. Dernier élément que je voulais mettre en évidence, c'est la question de ce qu'on venait en train de voir aujourd'hui, c'est les médias. Les médias, c'est du pouvoir, c'est des formidables producteurs de vocabulaire, de concentration de l'attention populaire sur une dimension sectorisante. Il faut qu'on ait cette question-là aussi sur le média est un pouvoir phénoménal aujourd'hui. On le voit, comme on a pu le voir, comme on a pu le voir en Égypte. Toutes les images que vous avez vues des soi-disant 30 millions de personnes dans les rues d'Égypte ont été données par l'armée égyptienne. C'est-à-dire que c'est l'armée qui dit, regardez, ils nous soutiennent tous. Et puis le peuple, il voyait les hélicoptères de l'armée, ils disaient coucou. Et eux, ils ont donné ça partout. Résultat, on nous annonce 1000 morts, il y en a sans doute le double. Ils ont brûlé des corps. Ils ont demandé à des gens de famille pour enterrer leurs morts, signer qu'ils se sont suicidés. Voilà ce qui vient de se passer dans ce pays. Mais je me trouve dans l'obligation de reconnaître avec une majorité du soutien populaire égyptien. Vous êtes dans l'obligation de regarder. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut la paix, il va falloir s'occuper des médias, il va falloir s'occuper de cette éthique-là dans la communication. Donc voilà. Et j'en termine à dire, Panda a dit ce matin, tout à l'heure dans le premier panel, Mandabo, elle a dit une chose qui pour moi est essentielle aujourd'hui. La culture de la paix ou la culture de la sécurité va demander aux consciences, toutes nos consciences, de cesser d'être obnubilées par le pouvoir politique et de commencer à développer des résistances au pouvoir multidimensionnel. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de voir, elle le disait sur les cercles soufis, aujourd'hui, il y a une énorme perversion. À vouloir être au pouvoir, au nom de la seule religion, on finit par instrumentaliser le religieux et à compromettre l'éthique. La résistance aujourd'hui, c'est le contre-pouvoir transversal, avec un discours très clair sur l'économie, sur le politique, sur le médiatique. Il nous faut un contre-pouvoir des consciences aujourd'hui et arrêtez de penser que quand vous avez le pouvoir politique, vous êtes dans un processus où vous avez... Aujourd'hui, le pouvoir politique, c'est souvent un pouvoir sans autorité. C'est d'autres qui décident pour vous. Regardez à travers le monde et vous vous en rendez compte. Je pense que la culture du contre-pouvoir, le contre-pouvoir éthique est l'une des conditions de cette paix aussi pour nous, avec toutes les dimensions, c'est-à-dire intime, interpersonnelle et internationale. Merci.